On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'association J'écris ma vie, avec entre autres Mme Lalonde, qui fait de l'autodéfense juridique dans la région. Mais d'abord, parlons d'encan bénéfice au profit du musée du Haut-Richelieu. Un encan bénéfice au profit du musée du Haut-Richelieu va se tenir le dimanche 3 mai à compter de 13h30. Pour en parler, Mario Wilson, qui est encanteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que c'est votre métier? Presque. Ou un métier dérivé? Oui, oui. Non, ça, c'est ce que je fais pour m'amuser dans la vie, là. Mais ça a commencé comment, ça? Ah, ça a commencé comment? Ça a commencé au CLSC Saint-Henri quand je travaillais là, il y a 20 ans. À un moment donné, pour Centraide, on s'est mis à faire des encans pour ramasser des sous parce qu'il y a toujours une compétition entre les CLSC du Montréal métropolitain qui ramasse le plus pour Centraide. Tu sais. On avait un directeur général qui disait « faut qu'on ramasse ». Alors, on s'est mis à faire des encans avec ce que les gens produisaient. Alors, toi, tu fais des betteraves en pot, apporte-nous 2 pots de betteraves. Toi, tu fais des chaussettes de Fantex, on va vendre ça. La première année, on a fait 300 $ de bénéfices. La deuxième, 6. Ça a toujours monté en doublant comme ça, jusqu'à la 5e année où j'ai quitté, là. Mais la dernière année, on a gagné. On était le CLSC qui a donné le plus à Centraide. Donc, ça a toujours été des encans de type bénéfice, là, pour des causes, Oui. c'est ça? Oui. Et non pas pour des produits professionnels? Ah, non. Puis majoritairement, c'est sûr, moi, je préfère toujours quand c'est des objets anciens parce que je suis évaluateur d'antiquités nord-américaines. Alors, quand c'est du vieux stock, c'est toujours plus fun pour moi. Une pierre deux coups, c'est ça? Oui, bien, c'est parce que je sais de quoi je parle. En plus. Ouais. Avez-vous adopté l'espèce de langage qui vient avec, là, quand on est en Ah, encanteur? non. Moi, je fais des encans bon enfant, tu sais. Je vais plutôt m'amuser avec le public, les gens qui sont là. Puis, bien souvent, bien, je les connais parce que d'une année à l'autre, tu finis par connaître les gens, tu sais. Au musée, tu vois, quand on va faire l'encan, il va peut-être avoir des politiciens. Je les connais de vue. Puis je peux rire d'eux autres un peu, ça ne me gêne pas. Au CLSC, je connaissais tout le monde. Tu sais, ça fait que, dans le fond, c'est juste comme une partie de plaisir. Là, puis ça risque d'être intéressant là, à ce niveau-là. Là. Les gens sortent toujours en disant on a passé un bon moment. Ouais. Comment est arrivé ce métier d'évaluateur d'art? Pas d'art, d'antiquité. D'antiquité, en fait, oui. Parce que d'art, ça comprend les tableaux, les sculptures, etc. Moi, je fais pas ça. C'est vraiment l'antiquité. Oui, les antiquités nord-américaines, évidemment, parce que je ne peux pas évaluer, moi, un bureau qui a été fabriqué en platane en France il y a 200 ans, à savoir si c'est une copie de là 600 ans. Je ne connais pas assez les essences de bois pour ça. Et ce sont des spécialistes pour la copie là-bas en Europe. Puis évidemment, le Japon, c'est intéressant, mais c'est loin. Tu sais. Ça fait que c'est vraiment nord-américain. Puis j'ai toujours été attiré un peu par ça, moi, les antiquités, au musée depuis 1979, depuis que c'est ouvert. Ça fait que je commence un peu à connaître ce qu'il y en est. Et puis, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont demandé « Hey, j'ai ça chez nous, combien ça vaut? » Mais j'ai dit « Attends, on va prendre une photo, puis je vais faire des recherches. » Mais là, de recherche en recherche, ça fait 25 ans que je fais ça. Donc, je peux pas mal dire combien vaut un meuble. Avec l'arrivée de l'Internet, est-ce que ça a facilité un peu votre travail de recherche? Plus ou moins. Parce que, oui, moi, quand j'évalue un meuble, il faut que je le voie. Je peux très bien voir une très belle armoire, faux 2 quarts, pli serviette, écœurante, couleur d'origine, puis le dos est tout en carton. Les portes sont pas ouvertes. Je ne sais pas quand j'ai la photo sur Internet. Tu sais, c'est vraiment un jeu de confiance sur Internet. Autant quand tu achètes que quand tu veux évaluer quelque chose. Ça fait que ça, c'est plus ou moins pratique. Et comment on devient évaluateur? Bien, en fait, il n'y a pas de formation. Mais si tu es à toutes les semaines dans des encans d'antiquité, à Montréal ou alentour ici, chez les vendeurs d'antiquités, si tu as des copains qui sont antiquaires et puis que tu lis beaucoup là-dessus, au bout de 25 ans, c'est pas pire. Qui fréquente des encans d'antiquité? Surtout les revendeurs, je dirais. Surtout. Mais il y a encore du monde qui s'amuse à aller dans des encans parce que c'est plaisant. Tu passes un bel après-midi. Si, disons que, je pense toujours à la région d'Huntington, là, où les Anglais ont bien gardé leur vieux stock, là. Bien, si tu passes l'après-midi-là dans un encan, c'est le fun. Tu peux rencontrer des amis, tu peux acheter des choses intéressantes que tu n'avais pas pensé que tu avais besoin d'eux. Et puis, il y a toujours une cantine sur place. Est-ce que les gens sont parfois étonnés de la valeur de leurs biens? Ah oui. En bien ou en mal? Oui, c'est-à-dire que parfois, les gens vont oui. surévaluer ce qu'ils ont. Oui, Bon. Et le contraire est aussi vrai. Oui, ça m'arrive très souvent. Les gens m'appellent, avec la chronique que j'ai dans le français, à toutes les semaines, c'est des gens de la région qui m'appellent pour dire « ah ben j'ai quelque chose », tu sais.
Ça appartenait à mon grand-père. C'est très, très vieux. Probablement que ça vaut beaucoup de sous parce qu'il y a une maison qui me dit, tu sais, ça monte là, en montagne, là, mais ça ne veut rien dire. Là. Tu peux avoir quelque chose de très, très vieux, puis on le met de côté parce que ça ne vaut rien. C'est l'offre et la demande. Si personne n'en veut de ton affaire, ça a 300 ans, personne n'en veut, oublie ça, ça n'a pas de valeur. Il faut voir, là. Il y a des choses qui... Mais qu'est-ce qui est en demande? Qu'est-ce qui est en demande? Évidemment, de plus en plus les pièces uniques. Les pièces extraordinaires. Disons qu'il y a des armoires qui se vendaient 4 000 il y a 20 ans, qui se vendent encore 4 000 aujourd'hui. Parce qu'elles sont pas mal ordinaires. T'sais. Par contre, quand tu as quelque chose de très impressionnant, avec des motifs sculptés de chaque côté, bien, c'est comme à Bon Secours, à Montréal, il y a une exposition d'antiquité une fois par année. La dernière fois, j'ai vu une armoire à 18 000. Oh là là, quand même. Tu sais, oui. Bon, on le sait ici, le musée du Haut-Richelieu est spécialisé en céramique. Et ouais. vous aussi, avec le temps, vous êtes devenu, dans votre spécialité d'évaluateur d'antiquité, mais aussi de l'antiquité céramique. Oui. Pourquoi ce volet-là? Pourquoi vous vous êtes attentionné à ça? Bien, probablement parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant actuellement. On fait des découvertes de plus en plus sur ce qui s'est fabriqué ici à Saint-Jean en 1880. Et on peut aller plus loin. Jean Cartier, qui a fait de la céramique ici jusqu'en 1985, on découvre ses pièces et son travail, et c'est vraiment extraordinaire. Parce que faire de la céramique, là, tu peux faire un vase tourné, c'est pas compliqué. Là. Quand tu pognes la twist, là, tu tournes ton vase, c'est réglé. Mais il y a de la recherche, autant pour les émaux que tu appliques sur la pièce que la forme et tout ça. Moi, je trouve que c'est une constante découverte. C'est surtout pour ça. Comment va se dérouler l'encan en bénéfice au profit du musée le 3 mai prochain? Bon, déjà, on a, je dirais, presque 150 lots d'étiquetés, de prêts, tout ça. Évidemment, on a appelé les gens pour des dons sur les antiquités en premier lieu, évidemment, mais aussi sur des œuvres d'art. Donc, on a beaucoup de tableaux. Il y a notamment un de nos amis qui nous a fourni un tableau. Bon, lui, il préfère garder ses marques Aurel Fortin, j'imagine. Alors, il nous a apporté des choses d'un peu moins de valeur, mais des tableaux intéressants de tous les genres, tu sais, des huiles sur toile, des sérigraphies, etc. Ce qui fait que à 1h30, les gens vont être installés dans la salle avec chacun petit carton. On s'enregistre d'abord en donnant son numéro de permis ou un numéro d'identification pour pas que les gens partent avec les lots en oubliant de payer. Tu sais, ça arrive des fois. Alors là, on passe un premier objet, puis on part l'encan. Pièce après pièce, les 150 morceaux vont passer dans l'après-midi. L'encan débute à 13h30, mais les gens sont invités quand même à y aller un petit peu d'avance pour voir le... Oui, c'est important, mais aussi pour jauger la pièce qui les intéresse. Parce qu'après que l'encan est terminé, si tu l'as eu, disons, tu as acheté, je ne sais pas moi, un petit vase en céramique à 50 $, puis tu t'aperçois qu'en dessous, il manque un petit morceau, bien là, tu as eu le temps de le voir, là. Tu sais, on ne peut pas commencer à dire on le reprend. Donc, les portes ouvrent à quoi? 11h, 11h30, oui, c'est ça? Oui, 11h. Donc, à peu près 2 heures d'avance, où les gens peuvent vraiment aller voir c'est ça. Bon, évidemment, il y a des articles qui vont être plus petits que d'autres. Là. C'est facile de voir une commode à 4 tiroirs et avec un miroir, mais pour des petites pièces... Mais là, ce qui fait, dans le fond, dans les 150 objets que vous avez actuellement, et donc, dans la plupart, ce sont des gens qui les ont donnés, c'est ça? La plupart, oui, mais il y a quand même des gens qui nous ont apporté des pièces et auxquelles ils tiennent plus que moins et qui nous ont dit, bon, on va utiliser plutôt votre version 10 % au musée. OK. C'est sûr qu'on ne favorise pas ça plus qu'il faut, parce que si je vends, disons, une chaise à 300, 10 % pour le musée, il ne faut pas que je crie plus qu'une demi-heure à l'encan pour ce morceau-là. Là. Mais sinon, la majorité des objets ont été donnés. Oui. Sinon, il y en a certains pour qui, donc, vous avez une règle de 10 % pour le musée. Bien, notamment, là, on a une sérigraphie de Jean-Paul Lemieux. La personne nous l'aurait donné, puis ça aurait pu partir à 50 $. On préfère à ce moment-là que la personne prenne son 10 % Je comprends. Nous donne, c'est-à-dire un 10 % au musée. Là. Est-ce qu'il est trop tard pour donner des objets ou si les gens peuvent... Bien, dernière chance, samedi qui vient. Et évidemment, chaque don passe à travers un comité qui va évaluer si effectivement on peut passer ou non cet objet. Je comprends. C'est dans un lot qui nous a été donné à un moment donné, on a eu un couvercle d'une jarre en céramique. C'est intéressant, mais quand c'est fendu en deux et recollé, même si on a la jarre qui va en dessous, on ne prendra pas ça. C'est moins tentant. Oui, c'est ça.
Donc, les objets ont été donnés majoritairement. Les gens peuvent arriver à un petit 2 heures d'avance pour faire le tour, regarder les trucs. Les gens doivent obligatoirement s'enregistrer, s'identifier, comme vous l'avez dit. Pour avoir un numéro. Pour avoir le numéro. Puis après ça, l'encan va débuter à 13h30 et vous en avez pour l'après-midi. Ça se fait à même le musée? Oui, bon, c'est ça. On en discutait encore tantôt. L'intérieur, depuis qu'ils ont séparé la boutique avec la salle d'exposition temporaire, il y a un mur. Là. On est un peu confiné, mais on peut placer 100-125 chaises. Là. Si jamais il nous arrive une foule un peu plus importante, on aimerait bien qu'il fasse très beau. Pour aller dehors. On a chiolé contre la mezzanine en avant, mais là, on va être bien pratique. On va l'utiliser. Et comme je vous ai mentionné tantôt, on va avoir les 3 antiquaires de la fièvre des encans qui vont venir cette année. Ça, c'est une émission qui est à Historia. Oui. C'est bien ça. Puis là, ils vont venir vous rendre visite durant l'encan bénéfice? Oui. Et eux, évidemment, ils font une émission de télévision avec ça pendant une demi-heure. Donc, ils se pointent. Les 3 antiquaires qui aiment des choses un peu différentes vont spotter des objets qu'ils aiment et puis ils vont miser sur ces objets-là. Alors, si tu veux passer à la télé, parce que c'est enregistré, bien, il faut que tu mises contre eux autres. Mais si tu veux passer à la télé, quand il dit 30, tu dis 40, puis là, la caméra est sur toi, puis tu passes à la TV. T'sais. Mais c'est aussi intéressant parce qu'ils mettent de la torque un peu, c'est une expression. Mais tu vas dire, ça... En terminant, ça va être quoi, disons, dans le top 5 là, des objets les plus prisés, selon vous, durant cet encan? Bien, certainement qu'il va y avoir ce que je vous ai dit tantôt, la pièce de Jean-Paul Lemieux. Sinon, c'est un peu embêtant. Je ne regarde jamais un encan comme ça parce que ça peut partir sur un bord dont on ne s'attend pas. Là. Il y a des beaux coffres anciens, il y a de la cruche, évidemment, de Farrar, ça c'est sûr. C'est difficile à dire. Là. Encan bénéfice au profit du musée du Haut-Richelieu dimanche 3 mai. Ça commence à 13h30, mais 2 heures avant, les gens peuvent bien sûr aller visiter et s'enregistrer. 150 objets qui, pour la plupart, ont été donnés. Et donc, ça se déroule au musée même. On parle d'œuvres d'art, on parle d'antiquité, on parle de céramique, bien sûr. Donc, tout ça avec l'encanteur ici présent, Mario Wilson. Merci beaucoup. Bonne chance. Avec plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'autodéfense. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Deux sujets à l'ordre du jour et aussi 2 invités, mais qui vont être quand même assez complémentaires. Vous allez voir pourquoi. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Lise Lalonde. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même que Mme Thérèse Benoît. On vous souhaite Bonsoir. La bienvenue. Bonsoir. Merci. D'abord, Mme Lalonde, expliquez-nous d'abord le lien qui vous unit tous les deux. À un moment donné, ma voisine d'en face, où est-ce que je demeure, est en train d'écrire sur sa galerie. Puis, je trouve, à tous les jours, elle écrivait, puis ça m'intriguait. Alors, je suis allée la voir, je dis, tu me dis de quoi tu parles? Alors, elle me dit, je suis en train d'écrire ma vie. Et elle me parle d'un organisme qui s'appelle J'écris ma vie. Et elle a plusieurs enfants et petits-enfants, et elle écrit ça pour ses petits-enfants. Alors, ça m'a intéressée. Et puis, j'ai demandé des renseignements, je suis allée et j'ai adopté. Et vous êtes rentré en contact avec Mme Benoît. Oui. Vous êtes dans cet organisme depuis un certain temps? Une douzaine d'années. Une douzaine d'années. Depuis la fondation du Haut-Richelieu. Ah oui. Il y a le J'écris ma vie, le national, qui existe depuis 15 ans, qui fête ses 15 ans cette année. Mais nous autres, on est là depuis 12 ans environ. Bon. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes entré dans ce mouvement-là, dans cette association? Moi, c'est parce que je voulais... j'ai commencé par écrire moi aussi. Moi, je voulais trouver une méthode pour écrire. Je ne voulais pas nécessairement écrire ma vie,
mais c'est ce que je suis en train de faire quand même. Mais ça a été la motivation pour entrer dans l'organisme. Bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont membres ici de l'association dans la région? Oui, on a une trentaine, 35 membres environ à tous les ans. Bon, et là, vous vous réunissez à quelle fréquence? Aux 15 jours, aux 2 semaines. Pour écrire, dans les ateliers, c'est aux 2 semaines. Alors, on donne du temps à la personne pour écrire, et puis quand on se revoit, bien, les gens qui veulent nous lire ce qu'ils ont écrit, c'est libre. Et vous, là, Mme Lalonde, ça fait combien de temps que vous êtes dans J'écris ma vie? Septembre. Septembre dernier. Oui. Ouais. Avez-vous commencé à écrire votre vie? Oui. Et comment on écrit ça, sa vie? Bien, il y a différents chapitres, il y a différents titres. Quand on parle à la fin, le mardi soir, on a environ 2 à 3 chapitres à rédiger pour les 15 jours. Et c'est sur différents sujets de notre vie. Ce n'est pas uniquement des âges, ce sont nos principes, nos expériences de vie. Et ce qui m'a frappé d'ailleurs dans l'atelier quand j'ai débuté, nous étions 5. Et c'était la jeunesse. Les 5, il n'y en a pas un qui est né au même endroit. Nous sommes tous nés au Québec, tous dans la région de Montréal, mais personne n'a eu la même enfance ni la même adolescence. Ça m'a fascinée. Parce que les expériences qu'on échange, et je vous avoue une chose, c'est que quand quelqu'un parle, bien là, ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Puis là, on reprend des notes, parce que la mémoire est là. Le groupe nourrit notre mémoire beaucoup, beaucoup. Ah oui, ça aide, ça? Ah Ouais. oui, énormément. Et puis, pour en revenir à la méthode, c'est qu'on a 35 chapitres, un canevas de base de 35 chapitres, que pour les 24 premières environ, c'est chronologique. Alors, on part de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos parents. Alors, on est, puis là, on s'en va comme ça, là, chronologiquement. Alors, quelqu'un qui fait les 20 quelques premiers chapitres, son histoire est placée. Et les derniers chapitres, c'est thématique. Bon, l'amitié, se vanter un peu, nos réalisations, les secrets de famille. Ça prend combien de temps écrire sa vie? On passe à travers les 35 chapitres en 2 ans, 4 sessions. Oui. Ça fait combien de pages? Ça fait des 300 quelques pages. Ah oui, oui. Oui. Est-ce que parfois, durant cette écriture, chez vos membres, est-ce que parfois ça rebrasse des vieilles affaires, des vieux Absolument. souvenirs? Oui. Comment ça se vit, ça, à l'intérieur? Bien, je dirais que ça se vit assez bien parce que à la finale de tout ça, on se dit, j'ai passé au travers de ça, j'ai été bonne. La plupart des gens se disent ça, hey, on était bon, passer au travers de ça. Parfois, est-ce que les gens se disent, ah ben oui, non, ma vie n'est pas intéressante, Oui. j'ai rien à dire, Beaucoup. ça va donner quoi? Oui, Bon. c'est eux autres qui écrivent le plus. Ah oui? Parce On que les a gens des se tomes d'eux les avec gens des se gens comme sous-estiment, ça. quoi. Les gens se Ben oui. sous-estiment. Ben oui, c'est sûr. Et puis, comme Lise le disait, quand les autres lisent, ça nous fait penser à des choses qu'on n'a pas écrites. Ah oui. Oui, beaucoup. Et une fois qu'on a terminé l'ouvrage, est-ce que les gens souhaitent que ça soit lu par les autres ou ils veulent garder ça pour soi? La plupart des gens le font pour laisser en héritage à leur famille, à les enfants, les petits-enfants, dans certains cas, aux neveux, nièces, pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Quel est votre membre le plus jeune et le plus vieux? Le plus vieux, Normand Paquette, qui a fini son livre justement dernièrement, À quel âge? 90 ans. 90. Puis votre plus jeune, à quel âge? Notre plus jeune, qui ce serait? On a des gens dans la quarantaine. Dans la quarantaine? Oui, oui. Est-ce que déjà dans la quarantaine, on a quelque chose à raconter sur notre vie? Beaucoup. Il y a des gens qui ont beaucoup vécu à 40 ans. Oui, ça, des fois. On peut imaginer. Il y en a qui ont vécu en accéléré à certains moments de leur vie, peut-être. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi j'étais hyperactive. Vous l'avez compris? C'est à Oui, cause de oui, quoi? oui, oui. En l'adolescence, tout ce que je C'est à faisais. cause de ça. Oui, oui. Je me demande quand j'allais à l'école, quand je prenais le temps d'aller à l'école. Mais vous êtes allé à l'école quand même un petit bout de temps parce que Oui. vous avez fait votre droit. Oui, tout bien ça, j'ai gradué à 50 ans. Ça, c'est un autre chapitre.
juste les études. Mais c'est quand même assez inhabituel. Non, mais c'est un bel exemple de vie parce que graduer du droit à 50 ans, c'est pas la moyenne, là. Généralement, les gens font ça, bon, entre 20 Bien, et vous 25. seriez surpris, ouais, même, il y avait, dans les classes, on était une quarantaine facilement de personnes plus âgées. Et pourquoi faire son droit entre 45 et 50 ans? Bien, dans mon cas, c'est parce que j'avais déjà une expérience dans le milieu juridique. Et puis, à un moment donné, je me suis demandé, bon, bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et puis, voilà, il me reste juste à faire mon bac. Alors, j'ai fait mon bac. Puis, ensuite, j'ai commencé une maîtrise en relations internationales, mais j'ai arrêté. Parce qu'à 50 ans, on est moins en santé. Sauf que vous travaillez toujours dans le domaine parce Oui. que vous avez donc votre propre entreprise, mais qui est quand même spécialisée. Moi, j'appelle ça. Vous dites, c'est de l'autodéfense, mais juridique, là. Donc, c'est pas du karaté, on s'entend. Non. Donc, c'est de l'autodéfense juridique parce que on dit dans notre société qu'en principe, on a un système de justice et tout ça, mais est-ce qu'il est accessible? C'est un grand point d'interrogation. L'aide juridique, c'est pas accessible à tout le monde, bien malheureusement. Souvent, la classe moyenne se sent un peu coincée quand malheureusement, ils doivent avoir recours aux services juridiques, quoique maintenant, il y a les petites créances où on peut aller, je pense, jusqu'à 15 000. 15 000. Oui. Ça fait pas longtemps, ça, quand même. Depuis le 1er janvier. Est-ce que- Avant, c'était 5 000. Comment peut-on équiper les gens à se défendre eux-mêmes? Bien, mon histoire, c'est que j'ai débuté, j'étais la première femme greffier en 1971 à la Cour supérieure de Montréal. Donc, j'ai été jusqu'en 85. J'ai vu l'évolution du droit. Ouais. J'ai vu les gens se défendaient tous avec un avocat. Ensuite, je suis allée dans le privé et à un moment donné, mon patron a été nommé juge à la Cour supérieure de Montréal et parmi les fonctions, c'était greffier. Alors, il m'a demandé, acceptes-tu? J'ai dit oui. Et je suis retournée en 2007 et j'ai été surprise, il y avait plus que 50 des gens qui se défendaient seuls. Et c'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient de la difficulté et Ben ils oui. étaient impressionnés et il y avait beaucoup de frustration aussi. Imaginez la partie qui a son avocat et selon les règles de magistrature et les avocats, ils doivent aider la personne qui se défend seule. Alors la personne dit « Hey, je te paye, puis tu es obligé de l'aider. » Alors disons qu'il y avait beaucoup de frustration. À un moment donné, je vous ai apporté, le barreau a sorti seul devant la cour. Oui, c'est vrai. Voici. Parce qu'ils ont réalisé qu'effectivement, de moins en moins de personnes prenaient un avocat. J'ai été rencontrer le juge en chef, le juge François Roland, pour en discuter avec lui. Comment puis-je aider à ma façon? Alors là, ce qui était fait, c'est qu'il m'a dit, toi, tu es greffier à la cour, tu sais comment ça fonctionne, et ensuite de ça, tu sais comment fonctionne le système juridique. Alors, on a discuté et ensuite, on a décidé que j'aiderais les personnes qui se défendaient seules en leur expliquant le système juridique. Ouais. J'ai eu la permission de plusieurs palais de justice pour faire visiter et que les gens écoutent une audition, assistent à une audition. Pour voir c'est quoi, là. Non seulement ça, vous savez, quand les avocats débutent, ils ne disent pas, mais ils ne savent même pas où s'asseoir. Alors, imaginez quelqu'un qui débute, qui arrive à la cour, il sait encore moins où s'asseoir. Alors, ce sont des détails très importants. Et ensuite de ça, je leur explique le processus, j'appelle ça le scénario, quand parler et surtout quand se taire. Oui, c'est peut-être le plus important. C'est le plus important parce que, écoutez, pensez à une réunion de famille. Il y en a toujours un qui parle plus que tout le monde. Alors, imaginez à la cour, il y a toujours quelqu'un qui interrompt continuellement. Alors, je leur explique. Mais même un dépliant intéressant, parce qu'on le sait, le divorce, malheureusement, fait partie de nos vies. Hein? C'est quoi, une personne sur deux ou presque? Et vous avez amené un document ici qui est « Demande conjointe en divorce sur projet d'accord ». Ça, autrement dit, c'est si vous ne voulez pas dilapider vos fortunes personnelles ou vos sous personnels dans des avocats n'en plus finir, vous êtes aussi bien de vous entendre rapidement, puis il existe donc de la documentation pour y arriver. Savez-vous où est-ce qu'on trouve ça? À la librairie. Ah oui? Ça coûte 9,95 $. Vous lisez ça, puis généralement, les gens peuvent arriver à s'entendre? Bien, il y en a plusieurs. C'est pas tout le monde qui passe à la cour. Il y en a plusieurs qui s'entendent. Supposons qu'ils peuvent être séparés 5, 6, 7 ans, 8 ans. Et finalement, ils sont Et ça, ici, ils rédigent à la main. Et moi, c'est un client, à un moment donné, qui me dit, écoutez, j'écris mal, puis on a de la misère à se comprendre, pourriez-vous me le rédiger? Et je dis oui. Alors, ce sont des formulaires
Ce sont des procédures que la personne rédige à la main et ensuite je la transcris. Autrement dit, la nuance, c'est que vous n'êtes pas une médiatrice. Du tout. Mais vous êtes quelqu'un qui aide les gens à passer au travers du système judiciaire quand malheureusement, ils n'ont peut-être pas les moyens de se payer un avocat. Non seulement pour se payer. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Comme avant que je rencontre monsieur le juge Roland, c'est que j'ai une cause. Monsieur est ingénieur pour une firme internationale. Madame est professeure à l'université. Donc, ils ne sont pas pauvres. Monsieur se défend seul. J'étais curieuse. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, pourquoi vous défendez ça? Il m'a dit, Madame, la première fois quand j'ai divorcé, j'ai perdu ma cause. La deuxième fois, j'ai fait une révision de la pension alimentaire. Je me suis défendue seule et j'ai gagné. Pourquoi vous pensez que je me représente seule? Donc ça fait des belles expériences de vie. Et là, si je me fie à ça, elle est rendue à combien de pages, là? Moi, je l'écoute parler depuis tantôt. Et moi, je me dis qu'elle est rendue à prolifique, mais je ne sais pas. On doit être rendu à 300-400 pages, là. Je vous taquine. Pas encore. Je suis rendu au chapitre 12. Bon. Donc, vous savez d'une part que si vous avez besoin d'autodéfense juridique, Mme Lalonde peut vous aider. Et si vous avez le goût d'écrire votre vie, vous faites comme Mme Lalonde et Mme Benoît et vous vous inscrivez, bien sûr, à l'association J'écris ma vie. À vous deux, merci beaucoup. Bienvenue. Bonne continuation. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente bien sûr le Babillard quotidien. On vous rappelle que les CLSC dans la région offrent des ateliers gratuits pour les 50 ans et plus. Pour information, vous faites le 450-358-2572. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu via l'émission dont l'horaire est affiché actuellement à l'écran. Ne manquez pas aussi tous les dimanches matins, 9h30, en direct au câble 09. C'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine 2000. Pour avoir la liste des dépositaires, tvhr9.com ou encore le 358-1912. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.